Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo à destination du public de seconde sur l'œuvre complète, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, 1829, 1830, 32, dans le cadre de la séquence sur l'argumentation, l'écrit d'idées, mais aussi évidemment le roman. Alors, dans les vidéos précédentes, 3 vidéos qui sont en ligne sur GG Les Fontenelles, nous avons déjà analysé un extrait de la préface de Victor Hugo qui date de mars 1932. Cette fois-ci, dans cette nouvelle vidéo, nous allons véritablement entrer dans le texte lui-même avec l'analyse du premier chapitre. Voilà ce qu'on appelle en français, attention trucage, ce qu'on appelle un incipit. I-N-C-I-P-I-T, incipit. Je vous conseille de retenir ce mot parce que ça peut vous être très utile pour l'année prochaine en classe de première. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incipit dans le cadre du cours de français? Un incipit désigne les premières lignes, les premières pages ou le premier chapitre d'un roman. C'est en théâtre, ce qu'on avait déjà vu avec art, l'équivalent à peu près d'une scène d'exposition. Un incipit, c'est un mot qui renvoie au latin médiéval, incipit liber, qui signifiait ici commence le livre. C'était un mot balise qu'on écrivait sur les parchemins. À l'époque, il n'y a pas l'imprimerie, on recopie les textes à la main, il y a des moines copistes dans des scriptoriums qui recopient toute leur vie des textes. Et le parchemin, c'est une peau d'animal à l'origine, ça coûte cher, voilà, donc on ne peut pas se permettre de laisser la moitié d'un parchemin vide, donc on met incipit liber pour signifier que c'est le début d'un nouvel ouvrage, d'un nouveau livre. Voilà, par extension, c'est devenu le début d'un roman. Donc, ça c'est vraiment une notion qui est importante parce que c'est possible que l'année prochaine, dans le cadre de l'objet d'étude sur le roman, vous étudiez à nouveau un ou plusieurs incipits. Donc c'est une notion à retenir. De la même façon qu'une scène d'exposition, un incipit traditionnel de roman du 19e siècle, ça a deux grandes fonctions. D'un côté, donner des informations au lecteur afin qu'il comprenne un minimum de choses sur l'histoire dans laquelle il est en train de se plonger. Donc une fonction informative, ça informe le lecteur et ça doit aussi lui donner envie de lire la suite. Donc les deux grandes fonctions d'un incipit, je vous conseille de prendre en note, c'est d'informer et de plaire. Informer et plaire, informer, plaire, informer et plaire. J'obtiens des renseignements pour comprendre l'histoire et je dois avoir envie de lire la suite et pas de refermer le livre et d'aller le poser. Merci, au revoir. Comment plaire au lecteur? En créant du suspense, en créant de l'attente, ou alors en ne donnant pas toutes les informations possibles sur ce début d'histoire. Alors, parfois, on ne nous dit pas où ça se passe, ou alors on ne nous dit pas quand ça se passe, ou alors il y a un mystère sur les personnages, on ne connaît pas leur identité, ou alors on ne sait pas ce qu'ils ont fait, ou parfois toutes ces choses-là mélangées. Et ça, forcément, on est de bons enquêteurs, nous avons envie d'en savoir plus, nous avons envie de découvrir, et ça crée de l'attente. Voilà. Donc, incipit, première notion à retenir, les premières pages d'un livre, les fonctions, informer le lecteur, donner envie au lecteur de lire la suite. Donc, nous voici avec ce chapitre 1 du dernier jour d'un condamné. Et le tout premier mot, c'est Bicêtre. Alors, Bicêtre, qu'on connaît désormais le Kremlin Bicêtre, c'est une ville de proche banlieue parisienne. À l'époque, voilà, c'est situé au même endroit. Bicêtre, dans ces années 1820 et début des années 1830, est une prison de laquelle partaient
les bagnards qui devaient ensuite se rendre au bagne de Toulon. Donc Bicêtre, c'est une prison. Donc d'emblée, voilà, c'est un peu comme dire de nos jours les Baumettes à Marseille, ou la Santé, ou Fresnes, ou Fleury-Mérogis. Vous dites à quelqu'un la Santé, bon, on sait que c'est une prison très célèbre. Fleury-Mérogis, bon, il y a un club de football dont l'équipe féminine est 5e de première division. Hein, dédicace à Léa Le Garec, une ancienne élève. Si elle regarde cette vidéo, dédicace à toi. Elle est commentatrice sur Canal+. Fin de la parenthèse. Mais Fleury-Mérogis, c'est surtout connu pour être la plus grande prison d'Europe. Bon, donc Bicêtre, pour le lecteur de l'époque, c'est clair, on pense à la prison. Allons-y. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort !» Tout d'abord, commençons par un petit peu de sémantique du lexique, du vocabulaire. J'imagine qu'il y a peut-être des mots qui peuvent éventuellement vous poser quelques problèmes dans cet incipit. Alors, quand on est au début du texte, vers la 10e ligne, brodant d'inépuisables arabesques, cette rude et simple et mince étoffe de la vie. Alors, des arabesques, c'est simple, on va pas la peine de grands discours, hein, dans la calligraphie. Bon, des arabesques, on peut imaginer, voilà, hein, une sorte de dessin comme ça. Alors évidemment ici ça ressemble un peu à un gribouillis. Voilà, des arabesques, ce sont des espèces d'ornements, de dessins, de courbes comme ça, assez gracieuses. Voilà, ici bien évidemment que c'est une métaphore, hein, on est dans un paragraphe très très poétique, métaphorique. Les chapes d'évêques, les splendides chapes d'évêques. Alors ici, la chape, c'est pas une chape de béton quand on coule une dalle, d'accord. Les chapes d'évêques, ça renvoie aux vêtements, d'accord, mais ce sont des vêtements précieux, luxueux, hein, ça renvoie à un univers de luxe et d'ornementation. Et peut-être à la fin, 2 lignes avant la fin, la giberne du soldat. Alors la giberne, c'était cette espèce de sac, de poche dans laquelle le soldat met notamment ses cartouches pour son fusil. Voilà, sinon je pense que le reste ça va, un spectre, c'est une sorte de fantôme.
Et voilà. Bon. Donc, nous sommes dans cet incipit, et ce qui est tout à fait intéressant à noter, c'est que cet incipit est riche en renseignements, mais certains types de renseignements, à savoir que on peut très rapidement répondre très facilement et très rapidement répondre à la question où. Où est-ce que ça se passe? Où ça se passe, les choses sont claires, c'est à Bicêtre, c'est dans une cellule, dans un cachot, c'est dit, hein, il le dit, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Donc la question où, on y répond très facilement, on sait que c'est à Bicêtre, on sait que c'est dans la prison, on sait que c'est dans une cellule. Là, on a des informations, c'est clair. La question quand, en revanche, c'est déjà plus compliqué, car on apprend au début du texte, voilà 5 semaines que j'habite avec cette idée. La fameuse idée, c'est condamné à mort. Donc, ça fait 5 semaines, mais on n'a aucune date. Est-ce qu'on est en hiver? Est-ce qu'on est en été? Est-ce qu'au moment où il nous parle, on est un samedi, un lundi, un mercredi? On n'en sait rien. Tout ce qu'on comprend, c'est que le personnage qui nous parle en disant « je », c'est une narration personnelle, un point de vue interne, on est dans la tête du personnage, prenez bien ça en note, narration personnelle, point de vue interne, c'est un condamné à mort qui nous parle. Voilà, donc on sait où ça se passe. Quand ça se passe, ça commence à être obscur. Et la question qui, alors là, on ne peut pas du tout y répondre. Qui est cet homme qui nous parle? On sait juste que c'est un homme, parce qu'il accorde les phrases, les verbes, les phrases sont accordées au masculin, c'est condamné et. Il n'a pas de nom, il est anonyme. Autre chose très très intéressante, il est condamné à mort, mais est-ce qu'on sait son crime? Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait? Pas du tout, on n'en sait rien, c'est un mystère complet. Donc on a un condamné à mort qui nous parle, on ne sait pas son âge, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux, on ne sait pas ce qu'il a commis comme crime, et on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa classe sociale, et ça crée de l'attente. On a des informations parcellaires, et ça donne envie au lecteur d'en savoir plus. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de cette vidéo, un incipit, ça sert à informer et à plaire. Comme nous n'avons pas toutes les informations, ça nous donne envie de les découvrir, ça nous donne envie de lire la suite. Pourquoi Victor Hugo ne dit pas le crime du condamné à mort? Pourquoi il ne le dit pas? Eh bien, il a une stratégie, Victor Hugo. Il est contre la peine de mort, on l'a bien compris. Il le dit en long, en large et en travers dans sa préface. Imaginez un instant que le personnage qui nous parle, ça soit un monstre qui ait assassiné toute une série de petites vieilles pour leur piquer leur sac. Est-ce qu'on aurait envie de le plaindre? Pas forcément. Imaginons que ça soit un horrible monstre qui kidnappe des enfants, qui les torture et qui derrière les assassine. Est-ce qu'on aurait envie d'éprouver de l'empathie à son égard? Là non plus, on n'en aurait pas forcément envie. Donc Victor Hugo, dans sa stratégie, il ne donne absolument aucune raison. Ah, voilà l'arrivée de mon assistant, excusez-moi de l'interruption. Victor Hugo ne nous donne absolument aucune raison de la condamnation à mort. Alors je rappelle que au XIXe siècle, les motifs de condamnation à mort sont extrêmement nombreux, voilà, pour des choses qui, de nos jours, pourraient nous paraître assez étonnantes. Excusez-nous. Voilà, comme il le dit dans la préface, vous pouvez être condamné à mort pour avoir fait des incendies. Donc il y a beaucoup de motifs de condamnation à mort. Et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo sur cet incipit du dernier jour d'un condamné.